Après de longs mois de froid, avec des nuits sans fin et des après-midi par -15, à se goinfrer de chocolat et de raclette sous la couette. Oui, oui, on peut manger de la raclette sous la couette, je vous le promets. Ça y est, on rouvre les fenêtres, le printemps est enfin arrivé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce bel et bien ensoleillé. Ce matin, on profite de l'arrivée des beaux jours pour faire une grande détox de printemps. Alors comment détoxifier son corps et sa tête? On vous offre une cure bien-être avec toutes ces solutions 100% naturelles pour se sentir en pleine forme. Alors pour parvenir à cet objectif, Ali, toute l'équipe de Bel et Bien est là, notre expert Christophe André bien entendu, et puis nos chroniqueurs Elsa Wolinski, Marie-Trey Stéphanie, Stan Gusman et André Manoukian. Alors Agathe, quel est le planning de l'émission? Ouh là là, il est très chargé comme à chaque fois. Comment nettoyer son corps après des mois de raclette, de tartiflette et autres excès? Super plan détoxifiante, aliments miracles, jeûne intermittent ou monodiète. Le naturopathe Thomas Hull nous explique comment mettre son foie, ses reins et ses intestins au repos sans abîmer son corps, bien sûr. Ce matin, on fait la chasse aux perturbateurs endocriniens qui se trouvent dans nos produits de grande consommation et qui dérèglent totalement notre système hormonal. Pour éviter les nombreuses maladies liées à ce fléau, Caroline de Blinière nous explique comment les repérer, mais aussi quelles sont les solutions alternatives pour les éviter. Dans la foulée, elle nous présente sa marque de soins cosmétiques révolutionnaire qui accompagne les femmes lors de leurs variations hormonales, notamment au moment de la ménopause. Enfin, on s'aère la tête en évoquant les bienfaits d'une digital détox grâce au témoignage de Lillison. Du jour au lendemain, cet accro aux réseaux sociaux a décidé de se déconnecter totalement et de rejoindre Saint-Jacques-de-Compostelle à pied. L'occasion de se reconnecter à la nature et de fait à elle-même. Mais ce ne fut pas si simple. Les 20 premières minutes, j'étais genre « Waouh, trop bien, j'y vais !» Et en fait, au bout de 20 minutes, j'ai sorti mon mini-téléphone par réflexe, en regardant genre « Allez, ça fait au moins 2 heures que je marche », alors que ça faisait juste 20 minutes. Et j'avais déjà envie d'appeler tout le monde, d'envoyer des messages. Et je pense qu'au début, mon cerveau, il allait à 1000 à l'heure. Et puis, au fur et à mesure, tout ça s'en va, les nuages passent, et puis on rentre dans un espèce de rien. Et ça devient lent et c'est très agréable en fait. Et on prend le temps de regarder. En tout cas, pour moi, ça a été vraiment ultra bénéfique cette lenteur. Salut les amis, mais que vous êtes beaux, mais vous êtes beaux, ma parole, vous êtes beaux. Alors dans un instant, on vous explique comment réussir sa grande détox de printemps pour vivre mieux. Mais tout d'abord, Stan Gusman, le beau Stan Gusman, célèbre la saison du renouveau à l'international. C'est le tour du monde en 80 secondes. Et on en profite pour remercier les maquilleuses qui font un travail formidable, évidemment. Oui, merci. Allez, c'est parti pour 80 secondes d'images internationales qui vont mettre le printemps à l'honneur, sans culpabilité, sans aucune éco-anxiété, juste le plaisir de contempler cette nature qui reprend ses droits après les heures sombres de l'hiver. Et en apéritif, je voulais vous parler d'une pratique qui fait le bonheur des réseaux sociaux. Son nom, l'urbex, un concept qu'on pourrait traduire par exploration urbaine et qui consiste à visiter des lieux construits puis abandonnés par l'homme, comme ceux que vous allez voir, des endroits cachés comme des manoirs, des épaves, des entrepôts ou des parkings désaffectés depuis tant d'années que la nature y a fini par tout coloniser, comme pour dire à l'homme « alors c'est qui le patron? T'es né poussière et tu redeviendras poussière quand moi je serai encore là ». Et tout ça nous offre des paysages post-apocalyptiques, tout droit sortis de Walking Dead, qui font le bonheur des explorateurs. Alors je vous ai fait une petite sélection de ces endroits où l'on dirait que le temps s'est tout simplement figé. Bienvenue à Otuwan, qu'on appelle le village vert abandonné de la Chine. Situé à l'est de Shanghai, ce port a accueilli plus de 2000 pêcheurs jusqu'au milieu des années 90. Hélas, l'industrialisation de la pêche a tué l'activité portuaire du coin et les habitants ont déserté cet endroit où les plantes ont colonisé à la fois les rues et les maisons. Et dire qu'il y en a qui payent des paysagistes une fortune pour avoir des plantes grimpantes sur leurs murs alors qu'il suffit de laisser faire Dame Nature.
Autre urbex, plus ancien, celui-ci direction Craco, dans le sud de l'Italie. Un village médiéval déserté par ses habitants au début des années 70. Pourquoi ? Pour des raisons sécuritaires d'abord. Ce village à flanc de colline était sujet à des glissements de terrain, mais aussi à cause des sécheresses répétées qui empêchaient toute exploitation agricole alentour. Craco fait partie des quelques 600 villages abandonnés d'Italie et sert aujourd'hui de lieu de tournage pour le cinéma italien. Alors, on n'a pas attendu l'avènement d'Internet et des réseaux pour découvrir ces lieux à l'abandon. L'urbex le plus célèbre au monde est visité chaque année par des millions de touristes et sans conteste, Angkor et ses temples au Cambodge. De 2000 avant JC jusqu'au XIVe siècle de notre ère, cet endroit de 4000 m² fut la capitale du royaume Khmer et ses vestiges témoignent d'une civilisation exceptionnelle qui avait déjà installé l'eau courante par exemple. Il en reste ces ruines magnifiques où là encore, la végétation a squatté un peu partout, même sur les toits. Enfin, dernier urbex avec un monument de la télé cette fois, qui s'est lui aussi laissé envahir par la nature, André Manoukian bien sûr. Faut dire qu'avec un terreau de poils pareil, les fleurs ont de quoi pousser. C'est vrai que il l'a senti venir quand même, il l'a senti venir, il s'est dit il va y avoir un truc sur moi. Exactement. Et s'il est une saison qui célèbre justement cette nature qui reprend ses droits, c'est bien sûr l'avènement du divin printemps. Le printemps est arrivé sur ta maison. J'ai des goûts de jeunes, et pour l'occasion, on va Ça passer plus en Vivaldi, revue franchement, je trouve qu'on démarre bien. les plus belles célébrations florales qui mettent la nouvelle saison à l'honneur. Je vais vous offrir de sublimes paysages colorés qui vont vous changer de l'entrée du village de Crézières, ville fleurie, un macaron. Non là, c'est du macaron 5 étoiles avec des fleurs et du pollen à foison. Première escale. Bienvenue en Inde, à ce qui ressemble à un festoche de Télétubbies. Son nom, le Holi Festival, une fête en technicolore au cours de laquelle les participants se jettent de la poudre colorée de fleurs séchées pour honorer les couleurs printanières et les récits de la mythologie hindoue. Bien que religieux, niveau ambiance, on est quand même très loin d'une retraite spirituelle dans une abbaye cistercienne, et c'est tant mieux. Alors pendant 24 heures, les millions de participants disent bye bye à l'hiver passé. Attention, 3, 2, 1, bonne année. Cet événement marque le début du printemps et du calendrier hindou. On reste en Asie, destination le Japon. Si chez nous, une hirondelle fait le printemps, là-bas, c'est la floraison des cerisiers qu'on appelle les sakura qui marque l'arrivée des beaux jours. Et cette tradition porte un nom, l'anami, qui signifie « regarder les fleurs », comme l'exige ce rituel poétique japonais qui consiste à contempler la floraison des cerisiers afin de savourer la beauté et le caractère éphémère de l'existence. Les cerisiers japonais qui se déclinent aussi en pelouse, un parterre que l'on peut admirer au pied du mont Fuji, leur nom des Shibazakura, qui offrent un spectacle visuel et olfactif impressionnant sur des dizaines de kilomètres. Enfin, on file maintenant au Festival de la Tulipe qui se tient aux Pays-Bas, dans les jardins de la ville de Keukenhof, où de nombreux touristes se pressent dans les allées du célèbre parc floral hollandais, une trentaine d'hectares parsemés de tulipes, jacinthes, narcisses et autres jonquilles. Alors, si vous êtes allergique au pollen, franchement, évitez quand même la promenade. À vos souhaits, Agathe. À vos amours. Pardon. Et attention, séquence glamour. Non mais là, André, mais me faire ça à moi, franchement, moi qui n'ai pas de poils sur le torse, franchement, c'est pas juste. Christophe, pourquoi partout sur la planète et ces célébrations en font foi, on attend le printemps avec beaucoup de joie? Il y a plein de raisons à cela. La première, c'est que le printemps nous offre des tas de cadeaux, nous offre des tas de plus, notamment en matière de lumière. Alors, vous savez que les jours commencent à rallonger à partir de début janvier, mais c'est au printemps que les jours deviennent plus longs que les nuits, et que donc nous avons davantage de lumière que nous n'avons d'obscurité. Le printemps nous amène aussi beaucoup de végétation, de fleurs, on l'a vu dans vos reportages, mais aussi beaucoup d'aliments, beaucoup de légumes de saison, de fruits, etc. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le printemps, pour nous, c'est agréable. Mais pour nos ancêtres, c'était vital. C'est-à-dire, nous, on passe des hivers au chaud, on a du chauffage, on a de la lumière. Imaginez ce que c'était les hivers autrefois, quand il n'y avait pas de chauffage, pas d'électricité, plus grand-chose à manger dans les réserves, et il fallait mâchouiller des racines et courir après les quelques lapins qui étaient encore dans le coin. Et donc, à ce moment-là, le printemps, c'était un truc extraordinaire et c'était la garantie de 6 mois de ressources, de nourriture, d'abondance, en plus dans la vie de nos ancêtres. Et l'habituation hédonique dont vous parliez, Christophe?
Cette habituation hédonique, justement, c'est ce qui fait la différence, par exemple, entre ce que nous offre la nature et puis ce que nous offrent nos cultures, nos sociétés. C'est-à-dire, l'habituation hédonique, c'est un phénomène psychologique qui fait qu'on s'habitue aux bonnes choses. Et c'est vrai que voilà, je m'achète une nouvelle voiture, elle est très belle, ou un nouveau vélo, il est très beau, ou un nouvel appartement, il est magnifique. Je suis très content de m'en servir. Et puis après 6 mois, 1 an... Bon, voilà. Après 5 minutes. Voilà. Par contre, la beauté d'un spectacle naturel, la beauté d'un lever de soleil, d'un coucher de soleil, des êtres vivants, des végétaux, ça, on s'est aperçu, on a fait des recherches sur ça, il n'y a pas d'habituation à ça. On ne se lasse pas du printemps, on ne se lasse pas des belles choses. Et c'est sans doute lié au fait que c'est essentiel et vital pour nous. Moi, je ne me lasse pas des belles choses. Hein. Moi, je me lasse pas. Vous non. Qu'est-ce que vous avez, Ali? Vous avez besoin d'argent? Merci beaucoup. Arrêtez pas de nous faire des compliments. Merci Stan. Attention, Il est temps maintenant d'ouvrir notre dossier du jour. Mais avant de vous expliquer comment réussir sa grande détox pour purifier à la fois son corps et son esprit, Stan Gussman, encore lui, nous explique pourquoi le printemps est la saison idéale pour s'aérer la tête et se lancer dans de nouveaux projets. Les fleurs repoussent, les oiseaux chantent et Philippe Martinez défile dans la rue. Pensez printemps les amis, car oui, les beaux jours sont de retour. Voilà enfin l'heure du renouveau pour votre corps et votre tête. Pourquoi? Grâce au soleil. Non seulement il vous fait un teint hâlé, mais surtout il apporte la vitamine D qui booste votre système immunitaire, consolide vos os et feu d'artifice, libère vos hormones. La dopamine d'abord, l'hormone du plaisir et de la motivation, celle qui vous pousse à faire votre grand ménage de printemps et à entreprendre de nouveaux projets. Mais pas que, l'exposition à la lumière naturelle stimule la production de sérotonine, l'hormone anti-stress du bonheur qui améliore votre humeur et votre appétit. Vous vous réveillez donc du bon pied et vous arrêtez de vous goinfrer à toute heure de la journée. Quant à la mélatonine, l'hormone du dodo, avec les jours qui rallongent, sa production se régule comme par enchantement. Fini les coups de pompe dans la journée, du moins quand vous vous serez remis du passage à l'heure d'été qui, je le rappelle, vous fait gagner 1 heure de... Non, c'est pas de soleil, c'est de sommeil. Non, qui vous fait perdre une... Je sais jamais. Mais bref, une chose est sûre, une fois que votre horloge interne sera réglée, fini les coups de barre à 17h, à moins que ce soit 18h heure d'été, ou 16h, je sais plus. Michel, je me demandais, on gagne ou on perd 1 heure en mars? Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, avec le printemps, votre énergie vitale revient et votre vie sociale avec. Vous découvrez alors, autour d'un barbecue entre amis, qu'Ali s'est fait un tatouage de Christophe André sur les fesses, sexy, qu'André Manoukian, lui, il a pris 10 kilos de raclette pendant l'hiver, et qu'Agathe, c'est Agathe, elle est toujours aussi envoûtante. Bon, il y a bien quelques désagréments avec le changement de saison, comme l'alopécie saisonnière ou l'arrivée des touristes allemands, mais pour tout le reste, c'est le printemps gagnant. C'est le printemps gagnant. Ta-ta-ta. Stanislas, j'ai une question. Pourquoi allez-vous toujours chercher des photos? Je viens d'accoucher la veille. C'est un truc de dingue. Mais je vous promets que c'est vrai. À chaque fois, c'est des photos. Je me souviens très bien, j'étais à une conférence de presse là. Je venais d'accoucher. Je me suis forcée pendant mon postpartum à me bouger malgré les douleurs. Je n'en peux plus de vous. Donc, est-ce que vous êtes convaincus maintenant, au printemps, il faut aller au contact de la nature, surtout que ça permet de retrouver son élan, son énergie vitale grâce au retour du soleil qui booste la production de dopamine. Et la dopamine, c'est donc l'hormone de la motivation. C'est l'occasion de se lancer dans de nouveaux projets, sachez-le, au printemps. Elsa, par exemple. Notre journaliste Marianne, parce que Elsa me dit « Ouais, moi, le printemps, bon, plus voilà. » Si, vous allez voir. Notre journaliste Marianne Moing a voulu s'en assurer au contact de la coach en positionnement et en développement personnel Ariel Bamberger, qui est autrice du best-seller « L'art de vivre avec l'énergie de saison ». C'est aux éditions Le Courrier du Livre. Je vous présente Ariel Bamberger, coach de vie dont les méthodes s'inspirent de la pensée taoïste chinoise. Bonjour Ariel Bamberger. Bonjour Marianne. Merci beaucoup d'être venue jusqu'à moi au Bois de Boulogne pour profiter de ce printemps un petit peu frisqué. C'est un plaisir. Alors, d'après vous, chaque saison a son énergie. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Effectivement, chaque saison a une énergie qui lui est propre et avec cette énergie, un mouvement, une qualité, une action à mener. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes au printemps, le mouvement est un mouvement d'expansion, c'est un mouvement d'impulsion, donc c'est une période de création. Impulsion et création. Et les autres saisons, qu'est-ce que c'est? En été, on va être dans un mode d'action, donc on va agir, on va mettre en œuvre ce qu'on a créé au printemps. À l'automne, on est dans un moment de bilan, on coupe, on tranche.
et on va décider ce qu'on garde pas, ce qui était bien, ce qui était moins bien. L'hiver, bien évidemment, c'est plutôt une période de repli sur soi, donc ça va être de l'introspection. Vous avez réfléchi à vous, qui vous êtes, ce que vous allez faire, pour pouvoir, au printemps, accueillir le nouveau et créer du nouveau. D'accord. Et donc, nous, on a un intérêt à essayer d'être en harmonie avec cette énergie de la saison. L'idée, c'est toujours d'aller avec, c'est plutôt de nager avec le courant que contre le courant. Alors, pour être en harmonie avec l'énergie printanière, on modélise ce qu'on observe dans la nature au printemps. À l'image des fleurs qui sortent de la terre, nous devons à notre tour tenter de faire émerger de nouveaux projets ou de nouvelles idées. Alors, comment fait-on pour s'aligner avec l'énergie d'une saison? Alors, en fait, c'est toute une démarche. Moi, j'étudie les arts taoïstes et dans ça, on a une croyance qui est ce qu'on appelle les 3 trésors. C'est que l'esprit, le corps et les émotions sont aussi importantes. Pour m'aider à vivre en harmonie avec le printemps, Ariel va m'apprendre 3 exercices liés au triptyque émotion, corps et esprit. Mais vous allez me montrer tout ça? Mais voilà, on y va. C'est parti. On y va. La créativité printanière peut être parfois contrainte dans notre quotidien. Elle devient alors source de frustration. Pour éviter ça et permettre l'éclosion de notre créativité en évitant l'explosion, Ariel m'apprend une respiration apaisante en lien avec le foie, l'organe de l'irritabilité. Vous prenez vos 2 mains et vous posez vos 2 mains à l'endroit du foie. On est dans un exercice de respiration et donc je vais inspirer en sentant mes mains et à l'expire, je relâche et je plonge en moi. Je sens mes mains, je plonge, je lâche pour dissoudre cette irritabilité. À l'inspire, je me mets sur la sensation de mes paumes, des paumes contre ma peau. À l'expire, je relâche, je plonge, comme si je plongeais vers mon foie. Les émotions sont harmonisées. Me voilà tout apaisée. Passons au second niveau de notre triptyque, le corps et sa mise en mouvement. Alors, la marche consciente, c'est l'exercice principal du printemps. Le mot d'ordre du printemps, c'est la créativité, c'est d'aller de l'avant. Donc en fait, on met le poids du corps sur un pied, ok ? On lève la jambe qui est la jambe qui va avancer, on attend et quand on est bien, on pose son pied et on passe son poids du corps sur l'autre pied. Petit à petit, le mouvement va devenir naturel et on va avoir une marche qui est une marche qui propulse du sol plutôt qu'une marche qui tombe vers l'avant. Après avoir aligné nos émotions et notre corps avec l'énergie du printemps, dernière étape du triptyque taoïste, l'esprit. Et là aussi, Ariel est pleine de ressources. L'art de vivre avec l'énergie des saisons, c'est l'art de se poser les bonnes questions. Et la question du printemps, c'est quelle nouveauté j'ai envie de mettre dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie d'installer? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Qu'est-ce que je vais pouvoir laisser éclore? Alors, Marianne. Comme ça, là, tout de suite. Comme ça, là, tout de suite. Alors, je vais vous aider parce que c'est pas forcément évident de répondre à cette question comme ça parce qu'elle est très large. Il y a un exercice qu'on utilise en coaching qui est sympa, c'est le rêve d'enfant. Est-ce que vous, par exemple, Marianne, vous avez un rêve d'enfant? Je dois vous répondre là? Oui. Allez-y si vous avez envie. Oui, quand j'étais petite, je m'imaginais vendre des glaces à travers le monde dans un camion. D'accord. Qu'est-ce qui vous plaisait dans ce rêve? Je crois que c'était le contact avec les gens et puis le côté de l'itinérance avec la vie de nomade un peu. D'accord. Et la vie de nomade, vous l'avez aujourd'hui dans votre vie de journaliste? Un petit peu, mais peut-être pas assez. Et c'est ça le printemps. Le printemps, c'est vraiment réfléchir à soi, quelle créativité je peux avoir autour de la vie que j'ai envie d'installer. Et puis après, toute cette réflexion autour de se poser des questions, tout ce dialogue avec soi-même, vous le menez au cours de la saison, avec un petit carnet dans lequel vous pouvez noter toutes vos bonnes idées d'itinérance, par exemple. Merci beaucoup, Ariel. Merci, Marianne. Qu'est-ce que vous allez noter dans votre petit carnet, Moi, André? j'ai noté qu'il fallait que je m'occupe plus de moi et de mes poils, que je sois plus bienveillant avec moi-même et que je m'accepte avec tous mes défauts. Oh, il n'y en a pas beaucoup. Et Hein. que je mette la photo de Christophe André sur mon chevet à la place de celle de Marilyn Monroe et que ça ira beaucoup mieux. Allez, c'est noté. Christophe, vous êtes d'accord? À chaque saison et à chaque personne, son art de vivre et sa propre énergie. Oui, c'est une idée intéressante, effectivement, pour éviter de détester certaines saisons et d'en adorer d'autres. Et en France, on est des vénards quand même. En Europe, en général, parce qu'on a ce défilé des 4 saisons, ça n'est pas le cas partout sur la planète. Et en France, on a ce défilé des 4 saisons de durée à peu près égale. Donc vraiment, on est exposé à toute une variété d'écosystèmes climatiques, biologiques, etc., très, très passionnantes. Alors, sur cette histoire des vertus du printemps, vous savez qu'il y a une langue qui traduit parfaitement ce que nous apporte le printemps, c'est l'anglais. En anglais, le printemps se dit spring, c'est-à-dire le saut, le bond. Et ça traduit très bien cette notion d'élan vital, d'envie, de faire des choses, de faire des projets, etc. Après, l'autre partie de votre question, c'était est-ce qu'il y a des saisons plus adaptées à certaines personnes? Alors certainement.
certainement. Le poète Guillaume Apollinaire, par exemple, qui aimait beaucoup l'automne, disait « Mon automne adoré, oh ma saison mentale ». Il se retrouvait dans l'automne. Mais quand on fait des sondages, il y a un sondage récent, il y a 2-3 ans, sur un échantillon de population générale, et qu'on demande aux gens leur saison préférée, 4 sur 10 préfèrent le printemps, 4 sur 10 préfèrent l'été, il n'y en a qu'1 sur 10 pour voter en faveur de l'hiver et en Voilà, elle est là. faveur de Moi, l'automne. moi, je pense que c'est pareil, je préfère. C'est parce qu'il y a la raclette. Moi, il y a raclette, tartiflette, feu de bois, ouais, beaucoup de bouillotte. Dans un instant, on vous explique comment mettre ses poumons, son foie, ses reins et ses intestins au repos. Mais d'abord, continuons à détoxifier notre esprit avec le témoignage recueilli par notre journaliste Marie-Trey Stéphanie. Oh, bonjour Marie. Oh, le printemps est arrivé. Ah, le printemps est là, Regardez. spring. Allez. Bon, alors Marie, qui est votre témoin de la semaine? Bonjour, pour le retour du printemps, vous l'avez déjà dit, rien de tel que de célébrer la nature, surtout quand la nature a la vertu de nous libérer de nos addictions. Je parle d'une addiction que l'on a un peu tous en nous, l'addiction aux écrans. Oui, qui n'a pas plongé dans une faille spatio-temporelle en scrollant sur Insta pour ressortir 1 heure après avec l'impression d'avoir perdu une partie de son cerveau et de sa journée, n'est-ce pas Elsa, par exemple? Moi, tout le temps. J'ai donc rencontré Lily Saune, autrice ultra connectée, qui a décidé de marcher pendant 2 mois sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle pour faire une digital détox. Elle nous raconte ce périple qui a changé sa vie. Bonjour Lily. Bonjour. Merci de venir jusqu'à nous pour répondre à mes questions. Avec plaisir. Vous avez une vie trépidante, alors pourquoi vous avez choisi de tout quitter pendant 1 mois et demi pour aller marcher à Compostelle? J'étais hyper connectée, je suis tout le temps sur Instagram, je scrolle sans fin et je me perds dans des vidéos de chats, de recettes de cuisine, de gâteaux, enfin c'est vraiment n'importe quoi. Et je me rendais compte un peu que j'avais une perte de temps et que j'arrivais pas à m'en défaire. Et cette expérience-là, je pense qu'elle a été bien pour tester justement mon addiction. Quel a été le déclic pour se dire « Ah ouais, là, je suis hyper connectée ». De la moquerie, je crois, de mon conjoint qui des fois me voyait genre sur mon ordi en train de regarder sur un écran un truc à la télé, puis aussi de regarder mon téléphone en même temps. Finalement, 1 heure était passée. C'est juste hallucinant, c'est abyssal. Et en vrai, quand on prend un tout petit peu de recul, on culpabilise. À quelques jours de son départ pour 2 mois de marche, comment Lily appréhende-t-elle son périple sans smartphone? Alors j'avais un téléphone, un vieux téléphone avec des touches là où on prend 15 ans pour écrire un message, mais pas un téléphone connecté. Et j'avoue que ça, franchement, ouais, ça me faisait peur. Mais surtout parce qu'en fait, toute ma vie est là-dessus. Enfin, je tweete, je poste, on le fait tous. Regarder notre chemin, regarder un resto, regarder ce qu'on va manger, lire des choses, s'informer. Et là, il fallait tout couper. Et puis surtout être en lien avec ma famille de manière juste avec la voix de temps à autre quand ça capte. C'est décidé. Malgré ses doutes, elle se lance dans cette grande aventure de 1250 km à pied. Les 20 premières minutes, j'étais genre « Waouh, trop bien, j'y vais !» Et en fait, au bout de 20 minutes, j'ai sorti mon mini-téléphone par réflexe, en regardant genre « Allez, ça fait au moins 2 heures que je marche », alors que ça faisait juste 20 minutes. Et j'avais déjà envie d'appeler tout le monde, d'envoyer des messages. Et je pense qu'au début, mon cerveau, il allait à 1000 à l'heure et que je pensais à 12 millions de choses. J'ai refait la déco de ma maison dans ma tête, je me suis acheté des nouveaux habits. Et puis au fur et à mesure, tout ça s'en va, les nuages passent et puis on rentre dans un espèce de rien. Et ça devient lent et c'est très agréable en fait. Et on prend le temps de regarder, on prend le temps de s'arrêter, on prend le temps de sentir. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été vraiment ultra bénéfique cette lenteur. Qu'est-ce qui anime l'esprit quand on est dans cette lenteur? L'instant présent en fait. Et le fait d'être très ouvert à ce qui se passe autour de nous. Un sentiment de liberté que j'avais jamais connu, que tout peut arriver. À quel moment vous avez ressenti un manque? Sur le chemin, il y a eu des moments où j'ai vraiment été toute seule, où pendant plusieurs jours j'ai marché toute seule, où le soir j'étais toute seule dans un gîte. Et j'ai eu envie de rentrer, mais après, n'importe quelle chose peut faire rebasculer vers le positif. Un lever de soleil, des belles couleurs, des papillons, et c'est reparti. Comment vous avez comblé le temps que vous aviez à ne pas être sur votre portable? On se rend compte qu'une journée, c'est très long. Déjà, je me couchais hyper tôt le soir parce que j'étais crevée. Et puis l'observation, moi je dessinais
randonnée. J'avais emmené un petit peu de lecture aussi. Et puis surtout la rencontre avec les gens. Enfin, j'ai rencontré des gens du monde entier. Et je me suis fait des amis. Et c'est des rencontres qui sont assez incroyables. Comment ça se passe quand on arrive à la fin de ce périple? Je crois que j'ai eu beaucoup de mal à m'arrêter de marcher. Il y avait vraiment presque une addiction, un vrai bonheur à se lever tôt tous les matins. Et puis, je suis arrivée jusqu'au bord de la mer où, du coup, c'était plus possible d'aller marcher. Donc ça, c'était assez agréable d'avoir cette limite géographique qui disait que le chemin s'arrêtait là. Sinon, je pense que j'aurais pu continuer à jamais. Après, le retour, il est quand même assez rude parce que j'habite en ville et de voir tous les gens sur leur téléphone, j'avais l'impression d'être face à des zombies. Et depuis, Lily utilise son smartphone différemment. Quelle conclusion vous faites de cette expérience? J'ai gagné du temps dans ma vie. Je dors plus longtemps, je fais d'autres choses plutôt que de me perdre dans les abysses d'Internet. Si j'ai appris une chose, c'est que je savais pas que j'étais aussi forte que ça, que j'étais indépendante. Et depuis, je suis repartie déjà plusieurs fois toute seule. Et c'est vraiment un moment qui me nourrit. Quelle belle image, ça donne envie de marcher. Hein. C'est sûr. Je vous invite d'ailleurs à découvrir la BD de Lily qui s'appelle Partir et qui raconte cette belle aventure. Alors, vous l'avez vu, la désintoxication ne se fait pas sans un petit passage à vide. En effet, lorsqu'on éteint les écrans, il nous reste beaucoup de temps pour penser, pour angoisser. Mais le contact avec la nature a permis à Lily de ralentir ses pensées, de prendre le temps de savourer. Autre bénéfice de cette expérience, selon Lily, la qualité des rencontres qu'elle a pu faire et la profondeur des échanges, c'est tout simplement inspirant. Merci beaucoup Marie, on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Alors quoi de mieux pour se vider la tête et purifier son corps que d'entamer une nouvelle activité physique. Et pour l'occasion, j'aimerais vous présenter une toute nouvelle discipline 100% détox, ça s'appelle le Fly Yoga. Et pour en parler, on accueille Florie Ravinet. Bonjour. Merci d'être là sur le plateau de Bel et Bien. Hein, quel bel engin. Donc vous êtes l'inventrice de la méthode Fly Yoga, ça va aller, qu'on pourrait traduire par yoga aérien, c'est bien ça. Comment est-ce que vous avez élaboré cette méthode ? Alors la méthode Fly Yoga, je l'ai créée à partir de 2008 et depuis 2008, j'ai formé plus de 650 professionnels de la santé et la méthode, elle a été créée et validée par les kinésithérapeutes, les ostéopathes et même des psychomotriciens puisqu'on est dans un processus d'enveloppement également. Bon, alors, je vous ai demandé expressément de m'initier parce que moi, je suis folle de yoga. Faut que j'enlève mes chaussures peut-être ? Oui, je tiens vos fiches. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. Tu vas te placer devant oui. et tu vas placer tes coudes, tes bras à l'intérieur du hamac de façon à faire comme un petit sac à dos. Alors, qu'est-ce que je fais ? Mets tes pieds légèrement plus en avant, ici, voilà. Simplement, OK. Et dans cette position, tu peux voir que si tu tires tes bras en arrière, en inspirant profondément, tu vois, ça commence déjà à libérer ton diaphragme. Oh, quelle embellie. Inspire profondément et en expirant, reviens doucement. Non, Florie, je ne reviendrai pas. Okay. Tu sens l'étirement au niveau de la chaîne abdominale ? C'est bien pour ça que je ne reviendrai pas. Bon, bah c'est super. Oh, et quelle embellie. respire profondément, parce que tout mouvement, on couple le souffle, sinon il ne sert à rien du tout. Doucement, ça va ? Ah oui, très bien. Doucement, tu peux plier les genoux et commencer à relâcher le bassin en arrière. Tu vas sentir que le bas de ton dos va commencer à t'étirer. Tu sens la longueur ici ? Inspire profondément, toujours. Voilà, et souffle lentement. Et lentement, tu vas pouvoir te repositionner pour te mettre debout et revenir doucement, donc en posture classique, normale. Voilà, magnifique. Qu'est-ce que je peux faire comme acrobatie ? Tu veux faire direct une acrobatie ? Non, mais bon, je me sens capable. Juste avant. Donc tu vas placer en fait le tissu devant toi. D'accord. Et ici, tu vas placer les mains comme si c'était justement sur une barre de danse. On plie légèrement les genoux. Et puis tu vas pencher ton buste légèrement vers l'avant. Et là, regarde, tu sens légèrement que tu vas pouvoir allonger et tirer. Donc toujours te connecter à la respiration. En inspirant, tu relâches et en expirant, tu arrondis le dos. Dans cette position, ce qui est très intéressant pour les bienfaits, c'est que nous avons la possibilité d'aller articuler la colonne vertébrale et d'aller tout doucement faire de l'espace pour augmenter la capacité respiratoire. Donc le diaphragme, là, il commence à vraiment retrouver toute son amplitude pour améliorer, de toute façon, la détoxification des organes. Je me détoxifie, les gars, vous ne savez même pas. Voilà. Donc là, tu vas pouvoir te mettre les pouces à l'intérieur du hamac. Les pouces ? Oui, tu te retournes et tu mets tes pouces dans le tissu. Ah d'accord, comme ça là. C'est ça. Mets les coudes à l'intérieur du hamac.
Voilà. Et là, il va te falloir un petit peu écarter tes mains parce que notre objectif, c'est que tu viennes t'asseoir dans ton tissu. Ça, je vais Donc, pas y comme il est arriver. un petit peu haut, tu fais un petit saut et je suis derrière toi. Regarde. 1, 2, 3. Allez, Agathe. Allez, Agathe. Ouais. Voilà. Oh, quelle embellie. Attrape ton tissu et redresse-toi légèrement. Et alors après, qu'est-ce que je fais? Donc doucement, tu vas laisser glisser tes mains au niveau des hanches ici. Mais là, à Donc, on est l'extérieur? toujours à l'intérieur du hamac. Tu D'accord. attrapes ton tissu juste là. Regarde, j'ai mis mes mains pour t'aider. Ouais. Juste là. Ah oui, d'accord. Voilà, oui. Je suis là avec toi. Donc toujours l'idée, c'est d'aller allonger, étirer sa colonne vertébrale pour redonner de l'aisance, du souffle, parce que la respiration, c'est un des grands principes justement pour rester dans la détox. Donc tu vas pouvoir écarter tes jambes, voilà, tu respires profondément et là, il faut vraiment y aller. Imagine Mais qu'est-ce que je dois faire? Tu hyperventiles. Ben là, tu souffles et tu vas écarter tes jambes et lever tes jambes légèrement. En inspirant, tu lèves tes jambes, Ah bah oui, je suis au max. Écarte, Hein. écarte, ah oui, d'accord, tu faut que je me penches en penche arrière. aussi. Ouais, Ah oui, faut c'est ça, je écarte comprenais tes pas. jambes, écarte, écarte, écarte. Voilà, expire et viens plier les genoux devant. Souffle, tu respires pas assez. Juste, tu places tes genoux ici. Oui, c'est fabuleux. Tu peux alors enlever tes mains et tu vas sentir que tout ton dos, oui, tu vois, ça fait travailler la confiance en soi aussi. Oui. Ah oui, Et tu respires. Bravo, Agathe. Voilà, souffle, relâche totalement. Plus tu vas respirer et Quelle relâcher, embellie. plus ça sera facile pour toi. En plus, je crois que Respire. physiquement, j'ai jamais été aussi au top. Et ça, c'est personnellement quelque chose. Là, je pense que honnêtement, si quelqu'un aux États-Unis tombait sur CBS Alors, sur Christophe. mon visage, il vas serait sûr de remonter. m'embaucher. Souffle profondément et décroche tes pieds tout doucement en expirant. Respire plus, tu respires. Et on- C'est vrai que j'étais un petit peu en apnée quand même, il faut dire. ouais. Franchement, c'est très agréable. Hein. Merci Ça va, beaucoup, vous Florie Ravinet. Je rappelle qu'on peut s'initier à votre méthode spécifique de yoga aérien en vous suivant sur vos réseaux sociaux et en se rendant dans votre école parisienne. Merci beaucoup, Florie. Ah, c'était trop bien, merci. Hein. Super. Merci beaucoup, Agathe, d'avoir servi de cobaye. Allez, il est temps de vous expliquer comment purger votre foie, vos reins, vos poumons et vos intestins. La grande détox de printemps, c'est maintenant. Mais juste avant, notre journaliste Sarah Cadour est allée prendre des nouvelles des Français et vous allez voir qu'une cure détox s'impose. On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop. Est-ce que vous faites attention aux aliments que vous consommez en général? Oui, sauf maintenant. J'essaye, mais pas toujours, j'avoue. Le plaisir va l'emporter sur la raison. Avec quoi pensez-vous polluer votre corps? Tellement de choses. Les plats préparés, les sandwichs préparés, les clubs sandwich surtout, bourrés d'additifs. Le café, j'aime quand même beaucoup ça, donc il peut en avoir trop des fois dans certaines journées. Avec de la bière, parce que je suis d'origine belge. Hein. La bière, c'est quand même c'est une fermentation naturelle, disons. On va dire ça. Hein, voilà. Vraiment avec la clope, quoi. Et évidemment, ça c'est ma dernière bataille. Voilà. On va y arriver. Ouais, un jour, probablement. Aujourd'hui, vous avez mangé quoi, par exemple, depuis ce matin? J'ai mangé un sandwich. Pas bien pour le ventre, ça. Non, c'est sûr. Hein. Eh bien, étant donné qu'elle ne prend pas soin de sa flore intestinale, j'ai décidé de la piéger. Bon, on est en direct avec un nutritionniste qui suit l'interview. Je vais vous reposer la question, et vu que c'est quand même la détox, inventez-moi quelque chose de sain. Et oui, les Français ont bien compris qu'il fallait faire attention à leur flore intestinale. Et Delphine l'a bien compris, puisque depuis ce matin, elle a mangé très sainement. Qu'est-ce que vous avez mangé, Delphine, depuis ce matin? Alors j'ai pris une petite banane ce matin au petit-déj. Ce midi, on se fait une petite salade, un petit morceau de fromage quand même pour se faire plaisir. Et puis voilà. Un exemple de détox. On essaye. Merci. De rien. Super, merci. Pour vous, quel est le meilleur aliment détox? L'ail. C'est comme un antibiotique naturel, du coup on peut le manger cru, même si c'est pas très agréable, mais c'est très bon pour le ventre. L'eau, vraiment. Peut-être le concombre, parce que c'est frais, c'est bon. Pour déterminer si tout va bien dans notre corps, en général, on vérifie les urines. De quelle couleur sont vos urines? C'est jaune foncé ambre. Vous êtes un peu déshydraté. Peut-être un peu. Jaune clair, hein, normal. Là, il y a surhydratation. Peut-être. Bah moi qui le dis. Oui. C'est vos urines. Ah, peut-être, oui. Quelle activité physique pratiquez-vous pour éliminer les toxines? Eh ben, aucune. En fait, je travaille la nuit et c'est un travail un peu intense, donc voilà, c'est mon activité à moi. Là, en fait, on retourne en direct, là. Essayez de me trouver quelque chose.
Oui, docteur. Oui, nous sommes toujours avec la même personne qui avoue, comme pas mal de Français, à pratiquer un exercice physique quotidien. Alors, qu'est-ce que vous faites comme sport? Moi, je fais beaucoup de marche. Et au-delà de la marche, elle nous a aussi révélé faire un peu de corde à sauter et elle va nous en faire la démonstration. Oh mon Dieu! Allez-y, c'est parti. Il nous reste 10 secondes d'antenne. Allez-y. 10, 9, 8, 7, 6. Il faut meubler. Allez-y. C'est vraiment un allié pour vous, détox? Disons que j'en fais un petit peu, mais c'est plus la marche qui prime. Ouais. Et la corde à sauter. Ouais. Mais je suis débutante un peu en corde à sauter, c'est pour ça. Eh bien, on la laisse en corde à sauter. Allez-y, là, il y a le focus sur vous. N'hésitez pas à continuer. Allez jusqu'à la place, ça va être beau pour les images. Allez-y. Parfait. Elle part magistralement en corde à sauter. Un bel exemple. Qu'est-ce qu'elle est sympa, Sarah Cadour. Alors là, vraiment... Ne la croisez pas, surtout, si vous la voyez passer votre chemin. Fuyez-la si vous la croisez dans les rues de Paris. Bonjour Thomas Hull. Bonjour. Bonjour, Je suis Thomas. ravi, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes naturopathe et l'auteur du livre « Et si je mettais mes intestins au repos ?» avec une préface de Christophe André, rien que ça. Alors, Thomas Hull, vous êtes privilégié. Thomas Hull, pour commencer, pourquoi le corps doit-il se détoxifier de temps en temps, notamment après les excès de l'hiver? Alors justement, tout tient dans les excès. On doit justement faire une pause, mettre son corps finalement au repos, le système digestif au repos, car justement il y a des excès. Et c'est bien de ces excès dont on parle qui finalement viennent encombrer le système hépatique, encombrer la flore intestinale et ralentissent nos fonctions. Donc nos fonctions finalement sont moindres, l'assimilation est moins bonne, on vient justement perturber la flore intestinale, donc notre microbiote. Donc la réponse immunitaire est moins bonne et on sent qu'on se sent un peu plus lourd, un peu plus fatigué, on a moins de vitalité. Pour bien comprendre comment détoxifier notre corps, une précision s'impose, Agathe. C'est Ali qui m'a missionné pour faire cette précision. Il faut savoir que notre organisme est une machine bien rodée qui se purifie grâce au rôle de certains organes vitaux qui nettoient et purgent donc notre corps. Alors il existe 5 organes épurateurs, comme on dit. Le foie d'abord, qui trie et neutralise les déchets qu'on ingère, c'est lui qui dégrade ces mauvaises substances en produits non toxiques. Il y a certaines de ces substances qui sont ensuite transportées vers les reins, autre organe épurateur, qui les filtre et les dilue pour les évacuer dans l'urine. On en a parlé avec Sarah dans le petit reportage tout à l'heure. Les autres substances sont-elles évacuées par nos selles via l'intestin? Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi les poumons qui, eux, éliminent les déchets gazeux comme le dioxyde de carbone. Et enfin, la peau qui se débarrasse des substances nocives du corps par la sueur et le sébum, d'où l'importance de transpirer. Oui, et vous l'avez compris, grâce au rôle de ces 5 organes, notre corps élimine les toxines et reste sain. Hélas, il arrive parfois que notre organisme n'arrive plus à évacuer les déchets car nos organes épurateurs ne fonctionnent plus normalement. Et alors, c'est la cata avec de la fatigue, des maux de tête, de l'irritabilité, un transit perturbé, une baisse des défenses immunitaires. Et dans ce cas-là, il faut détoxifier nos organes épurateurs pour qu'ils fonctionnent à nouveau, notamment le foie, les reins et l'intestin, qui jouent un rôle, on l'a vu, majeur sur notre santé. Pour le foie, par exemple, le radis noir est conseillé. Pour les intestins, vous pouvez commencer avec des légumes riches en fer, comme les haricots rouges, les navets ou les artichauts, que Elsa adore. Et pour les reins, rien de tel que les poireaux, en raison de leur pouvoir, de leur fort pouvoir diurétique. Alors Thomas Hull, on va continuer notre grande détox avec plusieurs cures santé qu'on va essayer de mieux comprendre. La monodiète, le jeûne total ou intermittent. Alors vous allez nous dire quel est le régime le plus efficace pour purifier son organisme. Et on va procéder par paliers en alertant à chaque fois sur les dangers. Et on commence avec la première solution nutritive, la détox végétale. Alors la détox végétale est une belle entrée en matière. Ça consiste à ne manger que des légumes et des fruits sous toutes leurs formes. Et on va faire abstraction de tous les aliments qui peuvent être des excitants, déjà le café, le thé, le chocolat, l'alcool. On va enlever tous les produits inflammatoires, que ce soit les viandes rouges, que ce soit les produits laitiers. Et on peut expérimenter facilement chez soi qu'en mangeant un large spectre de légumes et de fruits, on peut très bien se porter et du coup donner des vacances à son corps et donner le temps où l'organisme va pouvoir avoir une grande facilité de digestion. Alors je vous parle de faire l'expérience sur 2-3 jours chez soi, voire même 5 jours, donc ce qui est tout à fait abordable, et de voir quels sont les bienfaits.
Est-ce que la saucisse, c'est considéré comme un aliment? Alors, deuxième solution nutritive, la monodiète. Vous pouvez nous expliquer le principe et puis les dangers, évidemment. Bien sûr. Alors, le principe de la monodiète, c'est de s'alimenter que d'un seul aliment. On va privilégier justement des fruits de saison ou des céréales. Et une des monodiètes les plus connues, c'est le monodiète de pommes, par exemple, qui peut être réalisée tout au long de l'année. Et le principe, c'est de ne manger que des pommes pendant un repas, le plus simple, 1 jour, 2 jours, jusqu'à 5 jours. Et on se rend compte que progressivement, au départ, on en mange beaucoup, parce qu'on est jusqu'à satiété, et naturellement, on réduit la consommation, et on s'approche des effets du jeûne, mais d'une façon très douce, on va dire. Les bienfaits de la monodiète, c'est donner à l'organisme la capacité de n'avoir qu'une seule type d'enzyme à produire pour digérer. L'intérêt de la pomme, c'est qu'elle est hypocholestérolémiante, elle est intéressante au niveau du système digestif. Donc en plus de ne manger qu'un seul type d'aliment et de n'avoir qu'une seule type d'enzyme à produire, on a également les vertus de l'aliment que l'on consomme. Et quelles sont les contre-indications? Alors, ça se prépare. On vérifie si on n'a pas de contre-indication majeure, si on n'a pas de problématique de santé, si on n'a pas certains types de médicamentation qui vont du coup rentrer en contre-indication également. Mais on veille également à sa vitalité. C'est-à-dire que si on est trop stressé, trop tendu, à bout, c'est peut-être se rajouter encore une chose de plus, en se disant je vais me faire du bien, mais je vais vers la restriction. Est-ce que c'est la bonne solution? Peut-être pas. Alors, autre solution nutritive pour mettre ses organes au repos, c'est une solution qui fait débat, on en parle tout le temps, c'est le jeûne. Alors, on différencie 2 types de jeûne. Il y a le jeûne intermittent et le jeûne total. On va commencer en douceur avec le jeûne intermittent, si vous le voulez bien. En quoi ça consiste et quels en sont les bienfaits en termes de détox? Alors, dans le jeûne intermittent, on va même déjà parler de 12 heures. Celui-là, on en parle très peu, mais on devrait idéalement avoir une plage de 12 heures de repas et de 12 heures de repos digestif. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est très accessible pour tout à chacun. Le jeûne intermittent, c'est de pousser un peu plus à 16 heures et on saute un des repas. Idéalement le repas du soir, mais plus facilement le repas du matin dans nos modes de vie. Le repas du soir étant le repas familial, social, où on se relâche aussi, on se détend de sa journée. Le petit déjeuner est plus facile, en tout cas la semaine, à mettre de côté. Et les 16 heures permettent d'augmenter énormément la réponse immunitaire, de réduire les inflammations, d'augmenter la régénération cellulaire. Les effets sur les sportifs du jeûne intermittent sont incroyables. Quand ils témoignent, ils vous disent meilleure récupération, meilleure performance, moins de blessures. Et passons au très controversé jeûne total. Combien de temps doit-il durer et comment s'y préparer pour qu'il ne présente pas un risque pour la santé? Bien sûr. Dans ce jeûne-là, on peut boire évidemment de l'eau, des bouillons. Des bouillons de légumes, évidemment. Alors, le volume hydrique est déjà quelque chose de très important. L'être humain élimine 3 litres de liquide par jour. Donc quand on arrête l'alimentation et qu'on arrête cet apport d'1,5 litre à peu près apporté par l'alimentation, il faut au moins boire 3 litres de liquide par jour. Dans ces 3 litres, on peut avoir de l'eau, des jus de fruits dilués et des bouillons de légumes qui aident justement au maintien dans le jeûne. On peut commencer sur des jeûnes de 24 heures à 5 jours et c'est vrai qu'on va avoir 2 profils différents. Le 24 heures, c'est le jeûne d'après un week-end. On commence un soir, on reprend le lendemain soir. La façon facile, c'est le dimanche soir, après les excès du week-end. On se met au bouillon, par exemple, au jus de fruits dilués ou en monodiète, et on reprend le lundi soir un repas léger. C'est une façon de compenser. Mais dès qu'on passe les 24 heures, on rentre vraiment dans du jeûne physiologique où on va aller beaucoup plus loin. Dans les premières contre-indications, la première toujours, les comportements alimentaires. La deuxième, l'état de stress, car là on rentre dans un état physiologique d'adaptation encore plus important. Toutes les contre-indications médicales qui pourraient avoir lieu, également les jeunes, je parle du coup des adolescents et des enfants, bien évidemment. Les jeunes sans accent circonflexe. Les femmes enceintes, les états de grande fatigue, on va éviter. Alors, physiologiquement, comment ça fonctionne? Les premières 24 heures, le corps se dit, pas de souci, j'ai ce qu'il me faut. Parce qu'on a du sucre qui est stocké dans le foie et dans les muscles sous forme de glycogène. Donc on rentre dans une phase de glycogénèse et où le corps, même étonnamment, se dit « mais c'est étonnant, je vais bien ». Et là, il y a une chose importante dont je ne vous ai pas parlé, c'est la préparation. Excusez-moi, je suis allé un peu trop vite. La préparation prime. On dit souvent, jeûner, pour reprendre un peu ce que je vous dis, c'est comme monter l'Everest. On vérifie si on peut le faire. Tout le monde n'est pas capable de le faire. Deuxièmement, je me prépare. Je ne passe pas du jour au lendemain d'un état alimentaire du quotidien à rien du tout.
Ou sinon, les manifestations de maux de tête, de nausées, de sensations de fringales seront très fortes. Ok, on passe par la monodiète, la détox Alors, végétale. on pourrait passer par une détox végétale, c'est-à-dire que pendant 5 jours, si on fait un jeûne de 5 jours, on enlève le café, l'alcool, le thé, le chocolat, on enlève les viandes rouges, on enlève les produits laitiers, on mange plus que des fruits et des légumes. Et quand on passe de cette façon-là, on rentre en état de jeûne en se disant mais c'est très simple. Alors bizarrement, on peut continuer à faire du sport légèrement, à faire de la randonnée, des exercices physiques pendant cette période de jeûne. C'est essentiel. L'activité physique, justement, va maintenir l'oxygénation du corps, va maintenir le capital musculaire. Et si on jeûne en état sans activité, en tout cas c'est quelque chose que je déconseille, on se retrouve souvent très fatigué. À l'inverse, si on fait un jeûne avec de l'activité physique modérée, on n'est pas en train de faire du cardio, on fait de l'endurance douce, de la marche, on se retrouve avec une vitalité au bout d'une semaine qui est assez incroyable. Il y a quand même certaines personnes qui ne le supportent pas. Par exemple, moi, je sais que quand je mange pas assez, dès que je me lève, j'ai des espèces de baisse de tension, Bien etc. sûr. C'est pour ça que le jeûne n'est pas adapté à tout le monde. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on sait bien d'avoir soit la végétale, dans les différentes formules diététiques, ou les monodiètes, Oui. et le jeûne pour ceux qui peuvent bien le vivre. Je précise, comme pour la préparation du jeûne, on prépare bien la fin du jeûne, c'est très important. Et on ne remange pas des entrecôtes frites, de la mousse au chocolat, juste après avoir jeûné. Déjà, est-ce qu'on peut jeûner sans être surveillé par un médecin déjà ou par un spécialiste? Alors c'est important, je pense, si on veut réaliser un jeûne, déjà de pouvoir se rapprocher de son médecin et de voir s'il n'y a pas de contre-indication. Oui, c'est ça quand c'est même. une étape fondamentale. Ensuite, sur un premier jeûne, c'est bien d'être accompagné. Beaucoup le font chez eux, certes, mais pour une première expérience, le faire accompagner par des professionnels. Christophe, vous dites que le jeûne, quand il est pratiqué dans de bonnes conditions, a des effets insoupçonnés sur le cerveau. Alors vous savez, en fait, les deux organes qui consomment le plus d'énergie dans notre corps, c'est le cerveau et le tube digestif. Donc si vous mettez le tube digestif au repos, le gain d'énergie, il est logique qu'il puisse se reporter sur le cerveau. Et en fait, quand on regarde d'un point de vue biologique ce qui se passe dans le corps lorsque nous jeûnons, et notamment au niveau du cerveau, puisque c'est votre question, Ali, on s'aperçoit qu'il y a des modifications. Par exemple, notre cerveau se met à sécréter un facteur, une protéine qui s'appelle le BDNF. La BDNF, c'est une protéine qui favorise la croissance neuronale et qui est sans doute associée à des gains en termes émotionnels, c'est par exemple cette protéine qui, entre autres, est stimulée quand on donne des antidépresseurs aux gens. Dans la guérison de la dépression, il n'y a pas seulement élever les émotions, il y a aussi fabriquer des nouvelles connexions. Donc le jeûne suscite ça. Et en gros, pour parler concrètement, le jeûne va apporter, moi j'ai très clairement ressenti quand je jeûne, je le ressens très clairement, une amélioration de l'humeur. On se sent plus léger, plus confiant, même s'il y a parfois des passages un peu difficiles, une plus grande vigilance. On sent que le cerveau fonctionne mieux, on est plus attentif. Un regain d'énergie, voilà, donc le jeûne a aussi ses bénéfices sur le cerveau. Merci beaucoup Thomas Hulce, vous pouvez le mettre beaucoup. en lettres de feu à la Pensée Sauvage, dont vous êtes fondateur, qui propose des stages de détox et de jeûne. Je rappelle votre livre aussi, Et si je mettais mes intestins au repos, c'est aux éditions Pocket. Merci beaucoup d'être venu nous éclairer. Ce matin, les cures détox peuvent nous aider à purifier notre organisme. On peut aussi avoir recours aux vertus des plantes détoxifiantes dont les principes actifs sont aujourd'hui extraits par des laboratoires et condensés sous forme de gélules, de comprimés ou de tisanes. Leurs effets bénéfiques sont alors décuplés. Cette médecine thérapeutique vieille comme le monde porte un nom, c'est la phytothérapie, bien entendu. Elle peut tout à la fois nettoyer notre organisme, booster notre immunité et même lutter contre le rhume des foins. Et c'est pas moi qui le dis, mais le docteur et auteur du grand manuel de phytothérapie, Éric Laurin, que notre journaliste Marianne Moing a rencontré. Bonjour Éric Laurin. Bonjour. Alors vous êtes médecin généraliste, auteur de beaucoup d'ouvrages sur la phytothérapie, vous l'enseignez d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'est la phytothérapie médicale? La phytothérapie, c'est la pharmacologie végétale. C'est l'art de soigner avec les plantes. Il faut absolument se baser sur les faits scientifiques, sur la validation des effets, des propriétés, afin de savoir ce qu'on fait exactement. Alors au début du printemps, on peut se sentir un peu fatigué, parce qu'on sort de l'hiver tout simplement, que les mois ont été froids, longs, les journées courtes, on a eu des maladies.
Est-ce que la phytothérapie peut aider à booster notre organisme? Là, on va faire appel à ce qu'on appelle des plantes adaptogènes. Ce sont ces plantes qui régulent cette fameuse hormone de stress qu'on appelle le cortisol. Lorsqu'on tire un peu trop sur la corde et sur ce cortisol, ça peut épuiser notre système immunitaire, ça peut abîmer un petit peu nos neurones, ça peut les griller en quelque sorte. Et donc, on a des plantes adaptogènes qui régulent. Ça permet à notre organisme de mieux s'adapter. Ces plantes adaptogènes, on a le ginseng, qui est le plus connu, mais d'autres sont également importantes, comme la rhodiole, le romarin ou même comme la réglisse. Très bien, les plantes adaptogènes sont nos amis en phytothérapie. Tout à fait, il faut savoir bien s'en servir, mais bien sûr. Ces plantes adaptogènes qui stimulent notre organisme sont nombreuses et peuvent agir sur différents niveaux, du système nerveux ou hormonal en passant par le système cardio-métabolique ou immunitaire. Pour choisir le bon végétal, demandez conseil à un professionnel de santé. Place à la grande détox du printemps. Alors l'hiver, c'est aussi la période des fêtes et des excès, hein, la raclette, la fondue, le vin chaud. Alors est-ce que la phytothérapie a des solutions pour aider notre organisme à se détoxifier? La détoxication, c'est pas un mythe, ça correspond à des réalités. Ça sollicite les organes d'excrétion-élimination, premier rang desquels le foie, bien sûr. Il ne faut pas oublier les reins et l'intestin. Donc ça va permettre d'optimiser ces fonctions d'élimination. Alors pour la détoxication, c'est le radis noir, avec l'artichaut, avec le curcuma ou le chardon-marie. Encore une fois, ces plantes détox ne sont pas à prendre en salade. Pour bénéficier de tous leurs bienfaits, il vous faudra des gélules ou des comprimés. Alors, un autre problème qui survient pendant le printemps, ça va être pour certaines personnes, parfois les allergies, enfin, le rhume des foins ou les yeux qui coulent. Alors l'allergie, c'est le système immunitaire qui est un petit peu trop réactif. On a des plantes qui ont des propriétés antihistaminiques. La plante numéro 1, c'est le plantain. On peut souvent l'associer aussi à d'autres plantes qui vont agir un peu plus au niveau du nez, par exemple dans le fameux rhume des foins. On peut faire une association plantain-cassis qui convient parfaitement. Alors c'est utile de commencer peut-être 2 à 3 semaines avant qu'arrive la saison, parce qu'on sait qu'on a la saison du pollen pour le frêne, pour le cyprès qui arrive à peu près à telle période. Donc on peut anticiper sur cela de façon à préparer le terrain. Merci beaucoup Éric Laurin. Je vous en prie, merci. Alors, on voudrait, dans le cadre de cette envie d'avoir un corps sain, faire le ménage dans notre corps, cette fois en s'attaquant à un fléau de notre époque, les perturbateurs endocriniens. Mais Ali, avant tout, à quoi sert notre système endocrinien, qu'on comprenne bien? Le système endocrinien désigne l'ensemble des hormones que sécrète notre organisme et qui ont un impact direct sur notre métabolisme, comme la gréline qui stimule notre appétit en signalant à votre corps qu'il a faim, l'insuline qui régule votre taux de sucre dans le sang, la somatropine qui stimule votre croissance ou encore la dopamine, la sérotonine, l'ocytocine ou l'endorphine qui influencent votre humeur. Le problème, c'est que le bon fonctionnement de ce système hormonal est bloqué par ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens, ces agents extérieurs à notre corps et pour la plupart chimiques, qui dérèglent le bon fonctionnement de notre organisme. À terme, cela peut entraîner divers troubles, obésité, diabète, infertilité, baisse de l'immunité, troubles du comportement, malformations congénitales et même des cancers. Le souci aujourd'hui avec la société de consommation, c'est que on retrouve tous ces perturbateurs partout, dans nos produits de nettoyage, nos ustensiles de cuisine et surtout dans nos soins cosmétiques. Elsa a donc décidé, notre chère Elsa, de s'en débarrasser en invitant une femme qui se bat contre ce fléau qui pourrit carrément notre quotidien, notre environnement et parfois même nos vies. Alors Ali, Aga, Christophe, Stan, André et vous qui nous regardez ce matin, moi j'ai d'abord un mea culpa à faire parce que, comme vous le savez, j'ai été journaliste pendant 15 ans, j'ai écrit sur la beauté, sur les crèmes, les soins, le fond de teint, le maquillage, le parfum. Et en fait, pendant des années, j'ai cru bien faire et apporter un bon propos à mes lecteurs. Jusqu'à l'arrivée de la slow cosmétique, la beauté dite clean, c'est-à-dire des soins certifiés bio ou naturels. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler des perturbateurs endocriniens. Mais c'est surtout en étant aux côtés de ma mère qui souffrait d'un cancer il y a quelques années que je me suis rendu compte de l'absurdité de tout ce que j'avais écrit. Puisque elle, quand elle a commencé son traitement en chimio, c'est son oncologue qui lui a dit « Vous virez tous les produits qui ne sont pas naturels de votre salle de bain » parce que ça peut endommager, perturber votre traitement de chimiothérapie. Après, il a fallu aller retrouver d'autres soins naturels. Et moi, j'ai fait ma petite enquête. C'était difficile à ce moment-là de trouver des bons soins cosmétiques qui allaient prendre soin de ces personnes en souffrance. C'est donc à ce moment-là que je me suis mise à la recherche de nouveaux soins.
Et c'est comme ça que j'ai rencontré une femme. Il y a toujours une femme pour sauver le monde, il faut le savoir. Elle s'appelle Caroline de Blinière. Elle a travaillé pendant très longtemps pour une grande marque et elle a décidé de créer la sienne, garantie sans perturbateurs endocriniens. Ouais. Je vous demande de l'accueillir. Elle est sur notre plateau. Caroline. Bravo Caroline. Bravo. Bonjour Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour à tous. Bonjour Caroline. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc vous êtes cofondatrice d'une marque de soins holistiques, on va dire, qui est, si vous me permettez, je peux dire holistique. Oui, soins et compléments alimentaires. Soins et compléments On dit alimentaires. holistique, c'est un peu barbare. Mais... qui en fait accompagnent les femmes lors de leur variation hormonale de la puberté à la ménopause. Alors avant de vous montrer vos produits innovants, j'aimerais bien qu'on parle de votre engagement contre les perturbateurs endocriniens et pourquoi sont-ils beaucoup plus importants pour les femmes? Quelle est cette injustice? Pourquoi c'est nous toujours que ça attaque en fait? Puisque finalement, les premières notions de perturbateurs endocriniens, ça remonte à 91. Donc déjà, Oui, c'est très récent et les études commencent à peine et la NSM commence à peine à vraiment classer, lister, interdire des choses. Donc finalement, c'est même une notion qui n'existait pas dans les labels bio, etc. Il peut quand même y avoir des perturbateurs endocriniens. Donc moi, ça m'intéressait de trouver une troisième voie. Alors pourquoi les femmes en particulier? Évidemment, les femmes ont beaucoup plus d'œstrogènes, beaucoup plus de cycles hormonaux, donc sont plus impactées. Et en plus, il y a un effet cocktail. Le problème avec ces perturbateurs endocriniens, c'est qu'il n'y a pas d'effet de seuil, de dose qui fait le poison. Et c'est plutôt l'accumulation de plusieurs types de produits et de molécules chimiques qui va créer ces problèmes de fertilité, de cancer hormonodépendant, etc. Donc c'est très important pour moi d'avoir une tolérance zéro, c'est-à-dire de dire en l'état des connaissances actuelles, donc des perturbateurs endocriniens suspectés, on se les interdit. Caroline, passons à la pratique, parce que vous dites qu'il y a quand même plein d'ustensiles du quotidien à bannir contre les perturbateurs endocriniens, mais quels sont-ils? Par exemple, dans une cuisine, qu'est-ce qu'on va prendre, qu'est-ce qu'on va choisir, qu'est-ce qu'on va bannir? Alors, ménage de printemps, moi je pollue tout le monde là-dessus, mais typiquement toutes les poêles anti-adhésives qui sont si pratiques, à base de téflon, des choses comme ça, c'est vraiment... La silicone, là, hop. Alors la silicone, il y a différentes qualités de silicone. C'est-à-dire il y a certains types de silicone où il n'y aurait pas de transfert, mais il y a des études très controversées là-dessus. Et puis évidemment, tous les plastiques. Et surtout, dès qu'on a quelque chose d'endommagé, ça veut dire un revêtement anti-adhésif en téflon endommagé, c'est presque plus cancérigène que des cigarettes. J'avais entendu un médecin dire ça. Donc c'est à jeter, à bannir tout de suite. On n'utilise pas d'éléments métalliques avec ça. Et tout ce qui est un peu dégradé, les vieux plastiques, tout ce qu'on fait chauffer, c'est pas bon du tout. Vous parliez de l'eau. Alors l'eau, ça c'est pour la cuisine effectivement. L'eau, on le sait peu, mais on ne sait pas filtrer les hormones dans l'eau du robinet. Effectivement, dans l'eau du robinet, moi, je conseille, surtout dans les phases sensibles, parce qu'il y a des phases où on est plus sensible que d'autres aux perturbateurs endocriniens. Par exemple, la grossesse, les 1000 premiers jours de vie, l'adolescence, quand les organes sont en formation, c'est les phases les plus sensibles. À filtrer son eau avec du charbon actif, ça vaut vraiment le coup. Pour les soins cosmétiques, qu'est-ce qu'on fait? Alors, parce que les soins cosmétiques, là, pour le coup, on les a sur le corps, on les garde. Alors, on fait comment? La première chose, c'est essayer de prendre les soins les plus bruts, les plus simples possibles. On disait par exemple des huiles végétales, du gel d'aloe vera, moins il y a de composants de parfums. Aussi s'assurer que les parfums soient 100% naturels. Les parfums, c'est une grosse source de perturbateurs endocriniens. Ça peut contenir des phtalates. Donc déjà ça, les produits bio, on disait, sont quand même une garantie normalement supplémentaire qu'on évite au moins les perturbateurs endocriniens de synthèse les plus toxiques en fait. Et après, pour des produits plus sophistiqués, parce qu'on a quand même envie de son soin expert, un peu anti-âge, etc., là, pour le coup, il y a des outils qui guident et qui sont très bien. Moi, j'aime beaucoup Clean Beauty, une application faite par une nana géniale qui s'appelle Candice Collin, qui s'est battue contre les perturbateurs endocriniens. Sinon, il y a Skin Deep Database, qui est aussi une super base, en fait, sur les perturbateurs endocriniens. Alors, Caroline de Blinière, les perturbateurs endocriniens empirent les déséquilibres hormonaux, vous l'avez dit, les déséquilibres que traversent les femmes, toutes les femmes, à la puberté, à la ménopause, pendant la grossesse, vous l'avez évoqué aussi. Donc, vous avez eu l'idée de créer des produits totalement bio, sans perturbateurs endocriniens, enfin, en tout cas au maximum que vous pouviez, qui nous aident à mieux vivre donc ces variations hormonales. Grâce, oui, ça y est, les filles. Oui, ça y est. Parmi ces soins, on trouve cette brume oxygénante. Alors attendez, c'est laquelle? C'est celle-ci, la brume oxygénante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi elle sert? Oui, en fait, je m'attaque un peu à tous les tabous féminins parce que j'ai travaillé longtemps dans la beauté et effectivement, dès qu'on parle de sujets plus tabous, donc là, c'est des bouffées de chaleur, par exemple, il n'y avait pas grand-chose. Des produits très punitifs, un petit peu cachés dans les rayons. Donc, je voulais faire une gamme sympa qui adresse les vrais sujets pas abordés chez les femmes.
Donc là, c'est vraiment une brume pour rafraîchir tout simplement les femmes. Ça protège aussi des facteurs de stress, donc la lumière bleue par exemple, la pollution. Donc dès qu'on a une bouffée de chaleur, pchit, quoi. Exactement. Tout Ça, tranquillement. c'est vraiment les femmes qui l'ont réclamé. C'était tout bête, mais il n'y avait pas de brume rafraîchissante. Or, c'est quand même quelque chose qui concerne 80% des femmes à la ménopause. Alors là, une des conséquences des dérèglements hormonaux peut-être les plus difficiles à la ménopause, ce sont les sécheresses intimes. Mais là aussi, vous avez la solution. Alors j'imagine que c'est ce gel intime, là, c'est ça? Ouais, et là, on est vraiment sur un gel hydratant qui, en fait, c'est des innovations de bon sens. C'est-à-dire que c'est juste, ça va relancer le processus naturel de lubrification. Il n'y a pas d'hormones, c'est sain, c'est safe, c'est pas trop coulant parce que les femmes se plaignaient d'avoir Oui, des c'est ce que très j'allais coulants. dire, c'est pas... Non, mais sur le marché... C'est très discret, quoi, ça va être très discret. Quoi. Sur le marché, les produits étaient très basiques, quoi, on va dire. Bon, donc ça, formidable. C'est noté. Merci beaucoup, Caroline de Blinière. Je rappelle que vous êtes donc la cofondatrice de cette marque de soins sans perturbateurs endocriniens qui accompagne donc les femmes dans leurs variations hormonales. Et Dieu sait qu'il y en a tout au long de notre vie. Merci beaucoup pour ça. À bientôt. Devinette. Oui. Quelle activité, vieille comme le monde, permet de détoxifier son corps en transpirant, faire l'amour, en s'aérant la tête Chez moi, j'allais et en lâchant prise? La randonnée. C'est pas le sexe. Bah non, c'est la danse. La danse. Évidemment. Mais quels sont les secrets de ces musiques qui nous font danser et transpirer? André ausculte pour nous les secrets des tubes les plus dansants, car oui, il existe une formule magique pour se déhancher. Voir le docteur. André. De quoi est-ce que vous allez nous parler ce matin? La danse, les accords magiques de la danse. Alors les accords magiques, a priori, les accords, ça concerne l'harmonie. C'est quoi l'harmonie? Finalement, c'est juste être en accord avec ce que réclame une note. Si je vous joue cette note-là, le Do, sachez qu'il y a des harmoniques qui sont dans cette note-là. Vous voyez? Oui. C'est-à-dire que l'accord, il est dans la note. Il n'y a aucun son pur dans la nature. Un son pur, c'est le son de l'oscilloscope qui dit que vous êtes mort. Vous voyez, pip. Voilà, c'est très moche. Donc, si je prends maintenant cet accord de Do majeur, je le décline, je descends. La mineur, c'est le même accord. Fa, c'est toujours le même. Et puis tout d'un coup, je passe par un Sol pour revenir sur le Do. Vous m'avez suivi, c'est super simple. Ouais. Donc tout ça, c'est dans la nature. Tout ça. Donc si je joue ces accords, eh ben, finalement, c'est quelque chose de simple, d'universel, qui parle à tout le monde. Avec ces 4 accords, on a fait plein de chansons. Je vais vous faire un petit quiz maintenant. Lady Gaga. Lady Gaga, il est trop fort. Ah, je n'étais pas du tout là-dedans, c'est sur le classique français. Moi, je disais Véronique Sanson. D'accord. Poker face. Alors, Vous voulez que je chante ou pas, André? non. If you want to get my... Ah oui. Mais bien sûr. Mais oui, évidemment. Pas mal. Alors donc, l'idée, encore une fois, vous avez pigé le truc, on est finalement sur quelque chose de fondamental qui, comme c'est dans la nature, eh ben, ça réunit tous les hommes de la planète. Alors vous l'avez tous compris, ces 4 accords magiques sont des faiseurs de tubes dansants. Et plutôt que de les écouter, eh ben, on vous propose de danser dessus. À moi? Oui, avec une école qui fait du bien au corps et à la tête. On les accueille en musique. Bonjour. Bonjour Fanny. Ça va bien? Donc vous êtes venue avec Diane et Florence. Vous êtes très bien accompagnées. Et vous êtes la cofondatrice de l'école Dance Floor Paris, qui s'est fait une spécialité, c'est de nous apprendre les chorés de nos clips préférés
pour réveiller les Beyoncé, les Lady Gaga qui sommeillent en nous, etc. Avec les 2 profs de génie que vous voyez à côté de moi, toutes les semaines, nos élèves dansent comme dans Grise, ils dansent comme Beyoncé, soit dans nos studios, qui sont à Paris 11e arrondissement, mais aussi ils peuvent le faire depuis chez eux parce que on a la particularité d'avoir des cours qui sont en ligne, donc on peut le faire partout dans le monde. On s'inspire des clips iconiques et on réadapte les chorégraphies pour qu'elles soient accessibles à tous. Et vous allez donc reprendre pour nous la chorégraphie culte Baby One More Time. Allez, on vous laisse la scène. Merci. Bravo, merci à Fanny, Diane et Florence de l'école Dance Floor Paris d'avoir fait le show sur notre plateau. Vous pouvez suivre leurs cours de danse en vous rendant dans leur studio parisien. Et la semaine prochaine, Ali vous fera la démo. Il a une semaine pour la travailler, la choré. Vous allez voir, ce sera en ouverture d'émission. Merci à tous de nous avoir suivis ce matin dans Bel et Bien. Ali, on vous retrouve bien sûr tous les jours dans la semaine dans votre merveilleuse émission sur France Inter. Grand bien vous fasse, c'est à 10h05. Et vous, dans votre merveilleuse émission, La Maison des Maternelles, tous les jours à 9h30 sur France 2. Quant à nous, rendez-vous la semaine prochaine, bien sûr, avec toute l'équipe. Même jour, même heure. Et d'ici là, vous connaissez l'injonction. Prenez soin de vous. À samedi prochain.